la Russie progresse sur certains points. Souvent, c'est quelques centaines de mètres seulement, mais on le voit à certains points. On va voir le cas de Wagner, et avec des unités parfois très fanfaronnes, mais parfois pas seulement fanfaronnes, qui sur le terrain réussissent des coups. Écoutez Kadyrov. Kadyrov, il est plutôt classé dans les fanfarons. Les plus critiques disent que c'est surtout une armée TikTok. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi des actes sur le terrain. Mais écoutez-le qui fixe à sa façon ses buts de guerre. Avec l'aide de Dieu, nous prendrons Odessa, Kharkiv et Kiev. Nous avançons, grâce à nos équipements, nos régiments et aux peuples de toute religion qui ont répondu à l'appel de notre président. Aujourd'hui, nous avons montré à l'Occident, l'OTAN et l'Union européenne, que nous étions toujours présents. Si Dieu le veut, nous briserons leur défense. Nous atteindrons le cœur de leur foyer et nous finirons à Kiev. Comment expliquer ces propos contradictoires? On le rappelait tout à l'heure, théoriquement, à un moment donné, ils visaient plus Kiev. Maintenant, ils disent de nouveau qu'ils veulent prendre Kiev. Est-ce que c'est du désordre assumé? Est-ce que c'est de l'improvisation? Je crois que là, il y a une tentative de propagande relative. C'est-à-dire que tout ce que vient de dire Kadyrov s'inscrit un peu en contraste avec ce qu'on a entendu de Prigojine dans les jours qui viennent de s'écouler. Donc, manifestement, c'est plusieurs clans, plusieurs chefs de clans qui s'expriment. Il y a le méchant, le bad cop, le mauvais policier, c'est Prigojine. Il y a le gentil policier, c'est Kadyrov. Oui, Enfin, gentil étant très relatif, on se comprend. Vu de Poutine. Donc là, Kadyrov essaye de reprendre la main et de séduire Poutine et de retrouver son crédit auprès de lui. Et c'est bien ce qu'il fait. Et ce qu'il annonce, ce sont les objectifs de guerre de Poutine. Et on sait que dans les objectifs de guerre de Poutine, la prise de Kiev existe toujours. Mais peut-être pas dans les 3 mois, plutôt dans les 3 ans. Comment est-ce que vous comprenez ce sentiment général de n'importe quoi? C'est-à-dire, on a eu affaire à des ennemis qui pouvaient être très redoutables, très violents, très sauvages, tout ce qu'on voudra, mais qui tenaient un discours relativement rationnel. Là, si on met bout à bout ce que dit, on va entendre Prigojine, Kadyrov, les diverses versions du Kremlin, on a l'impression d'un désordre complet. Nous, peut-être, parce qu'on essaye de s'informer à toutes les sources. Pour les Russes, la seule source, c'est celle de l'État, et apparemment, elle est redoutablement cohérente. Elle est totalement fausse. Enfin, je veux dire, les informations qu'ils diffusent sont totalement fausses, mais elles restent cohérentes. Pas seulement fausse, quelque chose de farfelu, quelque chose... Pardon, on avait l'impression souvent, c'était d'obscurs groupuscules ultranationalistes qu'on pouvait voir pendant la guerre d'Yougoslavie, mais qui étaient des tout petits groupuscules. Là, c'est autre chose, c'est une puissance nucléaire. Oui, c'est une puissance nucléaire, mais ça l'était déjà au moment de l'ex-Yougoslavie. En fait, ces groupuscules farfelus sont devenus les agents d'influence d'une dictature. Et donc, pour justifier la dictature, eh bien, elle est en train de se défendre contre ces démocraties qui prônent la liberté d'expression, qui prônent le libéralisme économique, et dont il faut se défendre. Donc, c'est vraiment la guerre contre l'Occident. Et qui mieux que ces gens-là peut prétendre tout ça? Écoutez, dans le même ordre d'idée, Prigojine, l'autre, vous faisiez la galerie, vous essayez de faire une sorte de classement un peu tragique entre ceux-là, Prigojine dans la même veine. Si on veut atteindre le Dniepr, c'est 3 ans. Si on veut capturer les républiques de Louhansk et Donetsk, alors on en a au moins pour 1 an et demi, 2 ans. Et si on veut atteindre la Manche, alors j'ai mon propre plan, il est parfait. Nous devons verrouiller le pays comme en 41. Pas de Turquie, pas de France, pas de détente. Et ce n'est que lorsque nous aurons fait du bon travail que nous pourrons nous demander où est notre Manche. Amiral Bichot, c'est très frappant d'entendre ça. Il faut dire ce qui est, une partie de l'opinion en Russie croit ce genre de choses. Il y a dans le grand brassage des idées complotistes, conspirationnistes sur l'Occident, ça circule. Ça circule et malheureusement ça ne circule pas qu'en Russie, ça circule même chez nous. Donc c'est ça qui est vraiment très alarmant sur le manque de discernement de certains. Je connais des gens, et pourtant cultivés, qui prétendent, qui sont exactement sur cette longueur d'onde. Or, c'est totalement absurde. Et quand on a la chance, comme nous, de pouvoir avoir accès à des informations différentes, et maintenant de sources différentes, y compris russes, on voit bien à quel point tous ces renseignements-là sont erronés. Il ne faut pas sous-estimer, cependant, il y a ce côté un peu baroque dans les propos. Il y a la réalité d'une avance sur le terrain. Alors, ce sont des localités. C'est parmi les nouvelles du jour, une nouvelle localité qui a été prise par
Wagner, ça durera peut-être quelques jours seulement, on voit que ça avance, ça recule, mais quand même, Wagner est devenu une puissance. Au début de la guerre, on disait quelques milliers, maintenant on dit plutôt quelques dizaines de milliers. Oui, alors ils en ont perdu énormément, puisqu'ils ont perdu énormément de leurs nouvelles recrues, et qu'on sait qu'aujourd'hui, ils ont un vrai problème de recrutement. Ils en sont à appeler la population américaine à la rescousse, c'est dire. Mais ce qui est le plus frappant, d'abord, il ne faut pas oublier que contrairement à Kadyrov qu'on vient de voir, Prigojine, c'est vraiment une multinationale, c'est aussi une holding. Je veux dire, il ne fait pas seulement la guerre sur le terrain avec ses mercenaires. N'oublions pas qu'il fait aussi de la propagande et qu'il soigne donc toute l'histoire qu'il raconte avec ses mercenaires, et surtout qu'il a des moyens considérables. L'argent, qui lui permet réseau d'argent considérable. L'argent qu'il a capté en Afrique et ailleurs, et qui lui permet de payer des soldats et de recruter des soldats. D'ailleurs, à tel point qu'il s'est attiré les foudres des militaires russes parce qu'il leur fait une concurrence, entre guillemets, déloyale. Donc c'est bien ça qui est important et qui se joue aujourd'hui. Est-ce que le spectre du délitement peut inquiéter? Écoutons, il était avant-hier sur notre antenne, Mircea Geona, c'est le numéro 2 de l'OTAN, et il dit « Cette Russie qui se liquéfie par certains côtés, elle est encore plus dangereuse que ce qu'était l'ennemi soviétique ». Je dirais qu'il y a une rationalité impérialistique, si vous voulez, si ça existe. Il y a une rationalité là. Les façons de refléter dans les actions ce désir impérial incessant. Il y a une dimension disons, de nostalgie post-impériale. Il y a probablement aussi un sentiment de déclin relatif de la Russie. Démographique aussi, n'est-ce pas? Démographique, économique. On voit la structure économique, elle n'est pas le niveau de vie. Dans l'histoire, les périodes de déclin des grands pouvoirs relatifs ou absolus, plus lents ou plus rapides, sont par définition des périodes dangereuses. Ça fait 8 ans qu'ils subissent ces sanctions. La rage, cette sorte de rage du déclin. On entend beaucoup de commentateurs, y compris ceux qui connaissent le mieux la Russie, qui disent cela. Oui, mais cette sensation, elle peut aussi s'expliquer par le fait que depuis 8 ans, la Russie est victime de sanctions parce qu'elle a déjà agressé l'Ukraine. Elle avait agressé l'Ukraine il y a 8 ans. Et ces sanctions, elles ont marqué sur le long terme. Alors maintenant, elles ont atteint une intensité qu'elles n'avaient pas, mais elles affectent profondément la richesse russe. Alors elles l'affectent dans son comportement et elles accentuent ce déclin qui est observé. Pourquoi il y a du déclin? Tout simplement parce qu'il y a une dictature qui s'est mise en place. Et que la dictature, nous le savons tous, c'est pas le moyen le plus efficace, c'est pas le meilleur moyen de gouverner. C'est une formidable preuve pour soutenir la démocratie. Est-ce que ça annonce le monde de demain? Je rappelle qui vous êtes, Amiral Bichot. Vous êtes un des hommes sur les épaules duquel a pesé le plus de responsabilités. Vous dirigiez un de ces sous-marins nucléaires cachés quelque part dans les océans. Il y en a combien actuellement? 3? Non, entre 1 et 2. 1 et 2. Plutôt 2 en ce moment. Oui, vous avez gardé le goût du secret jusqu'à aujourd'hui, c'est très bien. Mais effectivement, le secret, la responsabilité, vous étiez au cœur de cette puissance du feu nucléaire. On vivait dans l'idée que ça n'était que des très grandes puissances, quand même logiques, même si elles pouvaient être dangereuses, mais logiques. Est-ce qu'il y a un risque d'entrer dans une ère où les puissances nucléaires, il y a la Russie, mais d'autres attendent derrière, oui, qui seront beaucoup moins logiques, beaucoup moins responsables? C'est aussi pour ça que cette guerre doit être perdue par la Russie. Perdue par la Russie, je m'entends, c'est-à-dire qu'ils doivent échouer en Ukraine. Et pourquoi? Tout simplement pour interdire à d'autres puissances nucléaires de faire la même chose, c'est-à-dire de s'en prendre à un voisin à l'ombre de leur puissance nucléaire, et puis surtout pour éviter que ce phénomène ayant eu lieu, on se souvient que l'Ukraine était une puissance nucléaire, qu'elle a accepté de rendre ses armes nucléaires, donc elle participait au désarmement, et on voit qu'aujourd'hui dans quelle situation elle se retrouve après ce geste très élégant et très généreux. Et ça c'est capital parce que si ça marche pour la Russie, ça veut dire que plein de pays dans le monde aujourd'hui vont se doter de l'arme nucléaire pour être à l'abri de ce genre d'incident. On pense au Japon, on pense à la Corée du Sud, mais il y en a plein d'autres, à commencer par l'Iran qui développera sa puissance certainement de manière beaucoup plus accélérée et peut-être même avec l'aide russe. Donc vous voyez, on va aller d'une séquence de désarmement à une séquence de réarmement nucléaire. Le parapluie nucléaire américain. Sur notre antenne, le Premier ministre polonais, il y a quelques semaines, disait il y a bien des bombes américaines sur le sol italien, néerlandais, etc. Pourquoi pas en Pologne? Alors ça, pour les Russes, évidemment, c'est le chiffon rouge total. Oui, total. Mais n'oublions jamais qu'une bombe américaine est une bombe américaine. C'est pas une bombe de l'OTAN.
Je veux dire par là que la personne qui a les clés de cette bombe, c'est le président des États-Unis d'Amérique et c'est pas le chef d'état-major de l'OTAN et c'est même pas le Conseil de l'OTAN. Quand vous étiez là, quelque part au fond de l'océan, dans votre sous-marin, vous aviez la responsabilité. Est-ce que parfois dans votre vie, vous vous étiez dit, un jour, il faudra qu'on tire vraiment ces missiles? C'est une question qu'on se pose nécessairement avant d'accepter ce genre de commandement. J'ai d'ailleurs des camarades qui ont refusé d'accepter ce commandement parce qu'ils ne voulaient pas assumer cette responsabilité nucléaire. Ah oui, des amirals refusaient de Pas des faire... amiraux, ce sont des commandants, ce sont des capitaines de vaisseau, des gens qui sont pressentis pour ça et qui disent non, je ne veux pas faire ça parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais quand on accepte ce genre de commandement, on accepte un jour d'exécuter l'ordre qu'on recevra du président. Amiral Bichot, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Nous allons revenir dans quelques instants à ce moment clé de l'attaque russe avec aussi de nouvelles images de la masse mobilisée, la poussée de Wagner. Et on fera un détour par la Turquie et la Syrie avec de nouvelles images, de nouvelles informations très impressionnantes sur les suites du séisme. Rendez-vous dans un tout petit instant avec Florence Okellier, nos invités. À tout de suite.